Je n'ai aucune idée de si ce segment sera l'ouverture d'un nouveau vlog ou si ce sera la continuité du précédent, donc je me permets tout de même de vous dire bonjour et d'espérer de tout cœur que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis partie quelques jours, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes. J'ai fait une première journée à Albi, donc c'est à peu près à 2 heures de notre lieu de résidence, puis une journée à Toulouse et ensuite une nuit à Albi, et aujourd'hui nous sommes donc la deuxième journée à Albi et nous allons visiter donc le musée Toulouse-Lautrec tout à l'heure. C'est un peintre que j'ai largement découvert au musée d'Orsay cette année, si vous avez suivi mes pérégrinations et sur mes vlogs lorsque j'étais en formation à la Sorbonne. Donc je suis très contente d'aller visiter ce musée et je suis surtout très contente de ces 2 petits jours de vacances parce que avec le déménagement qui se profile, la préparation des cours pour la classe de 3e ainsi que les divers projets pour la chaîne et la vie tout simplement, je serais tentée de vous dire, donc je dirais le maintien d'une activité sportive cohérente malgré la chaleur qui revient, plus tout un tas de petites choses annexes, font que j'ai été très largement débordée. Et je voulais ouvrir une parenthèse, mais je m'y attarderai plus en détail, je pense, dans la suite de ce vlog, parce qu'il ne va pas être placé sous le signe de, je dirais, la satisfaction, la jouissance, le bonheur absolu. Pas du tout, parce que je suis dans une phase de vie qui est assez difficile pour moi, qui est teintée d'énormément de préoccupations, et je pense que ça pourrait être important d'en parler et intéressant d'en parler, non pas d'une façon égotique ou cathartique pour moi, mais bien plus parce que je pense que ce sont des considérations qui sont assez propres à la génération dont je fais partie et qui sont communes à beaucoup de personnes. Alors peut-être que je me trompe, vous me direz ça en commentaire, mais c'est vrai que voilà, je traverse une espèce de phase énigmatique qui, je pense, se présentait peut-être il y a quelques dizaines d'années à un âge moins avancé. Et bon, j'exploiterai plus en détail en tout cas ce pan-là des interrogations que je peux avoir un peu plus tard dans ce vlog. Ce sera une partie qui sera un petit peu plus intime, mais encore une fois, je veux vraiment souligner le fait que l'objectif n'est pas de raconter ma vie à proprement parler, ou de faire une thérapie, pas du tout. Bien plus de partager des interrogations qui sont les miennes, comme je vous le dis, et qui, à mon sens, peuvent avoir une dimension universelle tout court, et assez propre finalement à la génération dont je suis issue, mais je pense aussi à celle de mon frère, qui est une génération un petit peu plus... mon frère est un petit peu plus âgé que moi, on a 5 ans et demi de différence, et je pensais que ça pouvait être intéressant. Voilà, donc je ferai cette parenthèse. Maintenant que les choses sont faites, je vais vous parler plus en détail peut-être de mon séjour, au moins rapidement. Nous avons fait une visite de la cathédrale d'Albi, c'était quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps maintenant, et ça a vraiment été quelque chose de très émouvant, parce que donc c'est une cathédrale qui est grandiose, avec une architecture gothique, mais qui mélange pourtant tout un tas de sensibilité artistique, sur laquelle plutôt on voit se succéder les arts catholiques, chrétiens des différents siècles. C'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est magnifique, je vous invite vraiment à découvrir la cathédrale. Particulièrement, ce qui m'a touchée, si je dois m'attarder un petit peu sur l'aspect artistique, c'est cette espèce de grande fresque du Jugement dernier qui entoure le chœur, donc l'autel de la cathédrale. Cette fresque, elle est gigantesque, elle met en scène les divers niveaux de l'enfer. Donc on a vraiment l'aspiration du paradis, on a l'attente au Jugement dernier, l'enfer. Et je trouve que c'est magnifique. Je vais essayer de vous insérer des plans en même temps que j'en parle. Malheureusement, il n'y a pas de support papier concernant les différentes œuvres qui peuvent être présentes, donc je vais vous faire ça de mémoire, donc ça risque d'être un petit peu anarchique et j'en suis désolée.
Également, ce qui est impressionnant, donc vous avez une partie gratuite, c'est la partie que je viens de vous décrire, qui est très belle, qui propose diverses chapelles accessibles à tous, qui sont vraiment porteuses, qui sont riches, qui sont magnifiques, et qui proposent ces inspirations de la peinture italienne. Alors je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à Rome j'avais beaucoup vu ça, c'est les peintures religieuses qui sont très liées à l'histoire aussi du pays, mais avec des représentations bien spécifiques. Donc même chose, j'essaierai de vous mettre des incrustations par ici. Et je suis désolée si j'en parle très maladroitement. Vous avez une seconde partie qui est payante, qui revient donc à 6 €, qui vous permet d'accéder à la deuxième partie de l'église. Dans cette seconde partie, vous pouvez découvrir l'autre côté du chœur, qui est vraiment, on dirait, c'est vraiment du travail en dentelle d'un point de vue de la sculpture, c'est très très beau. Vous avez des représentations donc, de chacun des apôtres qui entourent l'autel, le chœur de l'autel, donc de l'autre côté de la cathédrale. Et là aussi je vais vous mettre des images parce que les descriptions sont assez complexes. Il y a des représentations d'anges également qui habillent un petit peu cet art dentelé qui est très beau, qui est très épuré mais qui est très beau. Et alors vraiment pour moi l'apothéose, ce sont les plafonds peints. J'adore les plafonds peints dans les églises, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en France. On voit beaucoup les chapelles finalement qui proposent des dômes peints, mais très peu l'intégralité des plafonds de chapelle. Et là vraiment la cathédrale d'Albi, elle est peinte du sol au plafond, c'est magnifique. Vous ne vous attendez absolument pas à ce contraste de couleurs aussi. Donc vous arrivez sur une église qui semble, qui est faite dans une brique très rouge, donc il y a un côté beaucoup plus roman, je dirais, de l'extérieur. Puis vous arrivez sous cette espèce de voûte gothique blanche qui est magnifique. Et ensuite, une fois que vous rentrez, vous avez énormément de bleu. Vous avez des couleurs qui sont très saturées, qui se lient beaucoup à la royauté française. Et d'ailleurs, on peut voir au niveau du chœur central, donc dans la partie payante, que la royauté imprègne chaque pan de l'église, puisque d'un côté vous avez, il me semble que c'est Charlemagne, et de l'autre côté, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais un autre roi pour marquer justement cette ascendance de droit divin des rois français. Bref, voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Ensuite, hier, on n'a pas pu faire beaucoup plus de choses, donc on a dormi ensuite dans quelque chose d'assez particulier, une tiny house yourte, on va dire, c'était entre les deux. C'était très mignon. Alors on procède toujours de la même façon quand on voyage en France, on réserve à la dernière minute, et en réservant à la dernière minute, on a des tarifs très attractifs sur des logements qu'on ne pourrait pas s'offrir en temps normal. Là en l'occurrence, ça nous a fait quand même une réduction d'une 50aine d'euros, je crois. Et c'était pas négligeable dans un budget vacances brèves, surtout en plein déménagement. C'était super sympa, donc là pour le coup c'était vraiment dormir sous les étoiles. Il faisait extrêmement chaud par contre, donc voilà, on a beaucoup profité de l'extérieur. Et ensuite, en laissant tout ouvert, la nuit c'était très agréable. Puis de toute façon dormir sous les étoiles c'est très agréable parce qu'on pouvait donc ouvrir la porte, enfin la porte plus une des parois de la tiny house, et c'était vraiment très agréable. Ensuite nous sommes allés à Toulouse. À Toulouse nous avons eu le temps de faire très peu de choses. Nous avons tout de même fait la basilique majeure de Toulouse, qui était très belle aussi, qui ne présente absolument pas les mêmes caractéristiques que celle d'Albi, mais qui était très belle. Il ne me semble pas avoir des plans, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était le chemin de croix, qui est un chemin de croix extrêmement moderne. Je pense qu'il doit dater de la fin du 20e, voire début du 21e. Ce sont des œuvres du 21e, puisque ce sont des œuvres actuelles. Donc je vous montre, je ne sais pas si vous verrez, mais tout le chemin de croix est fait de cette façon. Donc très original. J'ai beaucoup aimé l'originalité, même si ce n'est pas un style artistique qui me parle particulièrement, mais ça restait voilà, très élégant, très beau. En parallèle de cela, il y a démarche bien plus mercantile, je me suis rendue donc à Primark, puisqu'on avait besoin de beaucoup de choses pour la maison avec un budget un petit peu réduit. Donc ça nous a permis de nous procurer énormément de choses, et je vous le filmerai peut-être en rentrant à la maison, même si ça n'intéressera pas tout le monde malheureusement. Mon petit retour sur ce que j'ai pu acheter justement pour notre logement. Moi ça me fait un petit souvenir, un petit pense-bête,
et vous, ça vous permet peut-être de découvrir des choses, même si voilà, à travers cette présentation, je n'encourage personne à acheter quoi que ce soit, je vous présente simplement mes achats et mes aspirations en matière de décoration dans ma maison, puisque c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir bien plus m'attarder, puisque nous allons avoir un appartement plus spacieux qui va nous coûter une centaine d'euros de plus que notre appartement actuel, ce qui est extrêmement rentable, mais surtout un appartement qui n'est pas meublé, ce qui va pouvoir me permettre de récupérer mes meubles et d'investir un espace de la façon dont je l'entends et dont je me sens le mieux, même si je reconnais que repartir sur un bail locatif, c'est quelque chose qui me rendait un petit peu frileuse. Bref. Maintenant parlons lecture, parce que ça fait 13 minutes que je vous parle de tout sauf de lecture. Ah pardon, je clôt juste une chose pour vous expliquer les images que vous avez vues. Sur la route hier du retour pour Toulouse, j'ai farfouillé un petit peu sur différents sites de réservation et je suis tombée sur un logement. Je me suis dit, je vais tenter le coup, je vais appeler, puisque sur Booking, le prix proposé était un petit peu trop élevé pour la location. J'ai appelé et la dame nous a proposé un tarif très préférentiel, ce qui fait qu'on a pu dormir donc dans une partie du cloître Saint-Salvi, donc un cloître qui jouxte la cathédrale et qui jouxte l'église la plus ancienne d'Albi, il me semble qu'elle est du 12e, qui est en cours de rénovation. Il y a une nouvelle orgue qui vient d'y être installée. C'est absolument magnifique. Le soir, vous avez accès au jardin du cloître, un accès privé, puisque à partir de 20h, le portail qui donne accès par la rue est fermé. Donc c'était top, et vraiment en réservant à la dernière minute, encore une fois, c'est une expérience qu'on n'aurait jamais pu se permettre de faire. Et là, là ça a été super chouette, donc je suis vraiment contente. D'ailleurs là je filme dans la chambre en question et il faut que je me dépêche parce qu'on devait quitter les lieux à 11h, il est 11h10 et je n'ai toujours pas fait le point sur les différentes lectures que j'ai pu aborder. Donc sur Georges Bataille, puisque je vous ai fait quelques plans, Ma mère, c'est un titre qui est publié de façon fragmentaire. C'est un des derniers titres de Bataille, il est d'ailleurs publié de manière posthume. Il faut un petit peu essayer de recoller les morceaux, donc vous avez toute une partie du récit qui n'a pas de manière visible cet aspect fragmentaire, mais arrivé à la page 119, vous avez même des ellipses donc de l'éditeur, ici en italique, qui vous expose les parties manquantes et ce qui était de l'ordre, je dirais, de la prise de notes pour Bataille, mais qui n'était pas explicité comme le sont les autres parties du texte, donc qui sont publiées de manière tout à fait conventionnelle dans leur typographie. Il faut que je vous en ai toujours pas parlé. Alors peut-être que j'en aurais parlé dans le premier vlog, puisque c'est une lecture que j'ai effectuée il y a quelques temps maintenant, mais j'ai lu Histoire de l'œil de Bataille, c'était mon premier livre de Bataille hors théorie littéraire. Et je dois reconnaître que ça a été impressionnant comme découverte, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point subversif pour l'époque, mais même encore aujourd'hui, avec l'usage d'une langue et de concepts philosophiques qui sont extrêmement intéressants. Et je trouve que, à l'image de Zola, qui va vraiment exposer donc la théorie du naturalisme et du fonctionnement même du naturalisme, donc cette volonté de ramener la science dans la littérature afin de créer une fresque sous le Second Empire, suivre une famille dans laquelle on voit de quelle manière une tare initiale va ressurgir sur chacun des membres de la famille sur des générations et des générations. Bataille fait un petit peu la même chose avec donc peut-être que vous connaissez cet ouvrage La littérature et le mal, qui est un ouvrage qui parle beaucoup de la subversion en littérature, de ce qu'on peut dire, ne pas dire, etc. etc. Par le biais de divers auteurs, Bataille traite de la notion du mal et de la transgression au sein de la littérature, et même de l'importance de la transgression au sein de la littérature. Et j'ai l'impression, en découvrant ces œuvres littéraires pure et non pas de théorie littéraire, qu'il a essayé, au même titre que Zola, c'est pour cette raison que j'opérais ce parallèle, d'imager son propos et sa théorie au sein de sa littérature. C'est aussi ce que fait Camus d'ailleurs avec l'idée de l'homme révolté, de l'absurde, ou Sartre dans La nausée avec l'idée de l'absurde également. Et j'aime beaucoup cette littérature d'idées, je la trouve très intéressante. Pour moi, elle prend vraiment la suite de ce qu'on appelait la littérature d'idées, donc au temps des Lumières, mais d'une manière complètement différente. Là, ici, avec cette idée que le mal est indispensable à la littérature permet d'exploiter, d'explorer ce qui est problématique, ce qui est tabou, ce qui est moralement condamnable,
dans tous ses aspects les plus puissants et les plus intenses, et pour bataille, bon, je caricature vraiment, mais c'est ce qui se rapproche un petit peu de l'expérience du sacré et d'une forme de liberté absolue. Voilà, donc très intéressant. C'est pas forcément des idées avec lesquelles je suis d'accord, mais c'est très intéressant à lire tout de même. Dans ma mère, qui est fragmentaire, encore une fois, je le rappelle, donc si vous êtes un petit peu dérangé par ce type de texte, n'y allez pas, parce que tout n'est pas à l'intérieur et les clés de lecture, je dirais, ne sont pas directement atteignables par cette œuvre-là. Il vaut mieux lire d'autres titres de bataille et ensuite se plonger dans celui-ci. Vous suivez donc Pierre qui, suite à la mort de son père, va tomber dans les griffes de sa mère qui vit une sexualité absolument débridée, sans bornes, très expansive, avec toute une dimension voyeuriste, exhibition, parfois même sadomasochiste. Et donc vous allez suivre le... Bon, alors après, il a quand même 20 ans, Pierre, donc il est... c'est plus un enfant, mais voilà, il va être vraiment mis... face à des images de sa mère adoptant certains comportements et faisant certaines choses qui vont venir structurer sa pensée de la sexualité, du plaisir, du désir, et de finalement jusqu'où pouvons-nous aller pour jouir dans tous les sens du terme. Donc c'est un livre très intéressant, mais c'est pas forcément celui que j'ai préféré de bataille, donc je vous en parle rapidement parce que je m'étendrai beaucoup plus sur l'histoire de l'œil, même si en théorie, donc le vlog sur l'histoire de l'œil, vous l'aurez déjà vu, donc pour vous, vous aurez déjà eu un retour sur ce titre-là. Un livre que j'ai abandonné, Chienne de garde de Dalia de la Cerda, donc c'est un recueil de nouvelles, et je dois reconnaître que je l'ai acheté par curiosité, mais que je savais déjà que je n'allais pas adhérer, parce que je crois que je n'aime plus beaucoup ce type de texte-là. Déjà, ça défend un féminisme avec lequel je ne suis pas vraiment raccord, et ça prend ce parti. Donc ça, c'est double problème, c'est-à-dire que déjà idéologiquement j'ai du mal, mais en plus de ça, on va avoir un autre aspect qui me dérange beaucoup, c'est cette littérature finalement écrite au même titre que l'on parlerait, et encore c'est vraiment un imaginaire de la parole, parce que personne ne parle de cette façon-là, ou tout du moins... même quand je suis avec des adolescents, je n'entends jamais parler de cette façon-là. Et je sais que j'ai un emploi du langage qui est très versatile, très changeant en fonction de mon auditoire, que je ne parle absolument pas en permanence comme je parle sur YouTube. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à me familiariser avec cette langue, qui est une langue construite volontairement sur le mode du verbal, mais qui... n'adopte pas les codes, et qui du coup je trouve casse ce pacte de réalisme entre le lecteur et l'auteur. J'aimerais vous lire un extrait pour vous donner une idée. Je n'étais pas habituée à ces conneries de maquillage et de petits copains. Avec les enfants des associés de mon père, on s'amusait à exploser les bouteilles en tirant au pistolet, à faire des courses de chevaux et à jouer aux cartes en pariant en dollars. J'étais la seule fille. Ils étaient verts parce que je savais mieux dresser les chevaux qu'eux et que je gagnais aux cartes, mais ils encaissaient sans rien dire comme des hommes. Au pire, ils faisaient la gueule, mais ils ne m'ont jamais manqué de respect. Pas par éducation, mais parce que, comme dit le proverbe, le job ne se trompe pas quand il choisit sa cible. Ce que je maîtrisais moins bien, c'était le tir. Le bruit du plomb sortant du canon m'effrayait. Un jour, j'ai tiré sur le jardinier par accident, je l'ai presque tué, le pauvre, et on m'a définitivement interdit les armes. On a préféré me coller des gardes du corps pour ma protection personnelle. Voilà. Bon. Là, je vous ai montré un exemple, mais en gros, c'est beaucoup de vulgarité, beaucoup de phrases simples, et un propos avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. J'ai beaucoup aimé les nouvelles qui parlent de féminicide, parce que je les ai trouvées vraiment impactantes pour le coup, mais la première nouvelle m'a rebutée à un point... assez catégorique, parce que donc on parle d'avortement dans la première nouvelle. C'est quelque chose qui est très bref, ça s'appelle Persil et Coca-Cola, et je n'aurais eu aucun problème avec cette nouvelle parce que elle se veut volontairement transgressive. Je pense qu'on pourra en débattre, parce que très honnêtement je vais vous spoiler complètement ce qui se passe, mais c'est pas très grave. Elle fait 5 pages. En gros, donc on suit une jeune femme qui vient de tomber enceinte. Déjà, donc elle le voit via un test de grossesse. Elle se caresse le ventre pour imiter un petit peu les héroïnes de série qu'on peut voir, qui s'émeuvent de l'idée de la potentielle maternité. Suite à ça, elle décide d'avorter, donc elle se renseigne un petit peu sur divers forums. Le seul lieu qui propose donc des avortements se trouve à Mexico, je crois, donc beaucoup trop loin. Et elle décide finalement de se rendre en pharmacie et de se procurer un médicament qui crée des contractions utérines afin donc d'expulser le fœtus. Donc jusque là, relativement intéressant. Mais arrive une phrase
qui m'a profondément dérangée, qui est je sais que je prends pas la pilule, je sais que j'ai pas de contraception, en gros on comprend que je sais que je pratique pas le retrait, je sais que voilà, tout ce que vous voulez, et en gros je m'en fous. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que je ne comprends pas le message. C'est-à-dire que l'avortement n'est pas une méthode de contraception à aucun moment, et d'ailleurs je ne pense pas, ou alors je n'ai pas compris dans mon engagement féministe, mais il ne me semble pas qu'on doive voir l'avortement de cette façon-là. Et je pense que parler de la liberté des femmes et être pour l'avortement, ce n'est pas dire que l'avortement est une méthode de contraception. L'avortement, c'est une solution à quelque chose qu'on considère comme un problème à un moment donné et qui nous permet de le régler. Mais en aucun cas, même biologiquement pour le corps, cette chose a le même impact qu'une contraception, même si on pourra en discuter largement, c'est pas le débat. Et l'autre chose qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'une fois que cette perspective est abordée, donc celle du fait que ça ne va pas être une nouvelle éducative, puisque votre héroïne vous dit qu'en gros, s'il n'y a pas de contraception, l'avortement existe toujours. Ce qui est vrai. Une fois que ça s'est fait, arrive une scène qui aurait été brillante dans le cadre d'un roman, d'une nouvelle pardon, qui se veut justement avoir une portée idéologique, réfléchie, mûrie et intelligente. Mais donc à la fin de cette nouvelle, alors je suis désolée pour ceux qui veulent pas entendre ça, mais skipper parce que ça va être un petit peu violent. Mais elle prend encore des doses de médicaments jusqu'à expulser donc la poche placentale et ainsi que le fœtus. Et en fait elle le prend dans sa main et elle vit ce moment comme une espèce de satisfaction. Et là où ça m'a dérangée, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on présente l'avortement comme une méthode de contraception et qu'on voit cette scène-là, quel est le message voulu par l'autrice? Et à partir de là, j'étais complètement en rupture. Déjà, franchement, je suis désolée, mais peut-être que je vais paraître réac sur certains aspects, mais il y a plein de choses que je peux entendre, mais quel est le besoin de venir dire que l'avortement ne représente pas quelque chose pour une femme, mais j'ai envie de dire, même sans parler de symbolique ou de quelque chose d'un peu transcendant, j'ai envie de vous dire même d'un point de vue matériel, c'est-à-dire de se procurer ce qui est nécessaire, de se vider de son sang pendant un moment, de sentir les douleurs abdominales qu'on peut avoir, même si c'est pas commun à toutes les femmes effectivement dans le cas d'un avortement, c'est pas anodin. Et j'ai trouvé ça je sais pas, je trouvais que ça n'avait pas de visée éducative et que ça n'avait pas non plus de visée subversive, parce qu'il y a des centaines de titres qui ont déjà été écrits sur ce sujet. Et le parti pris aurait pu être intéressant parce qu'on suit donc un avortement au Mexique, donc avec les règles, les lois mexicaines, mais il n'y a aucune exposition de cette législation. Alors par la suite dans le roman, dans le recueil, on comprend qu'il y a une volonté de l'autrice de s'absoudre de toute la dimension sacrée au Mexique. Il y a beaucoup de critiques du catholicisme, la plupart des mentions des prêtres ou des gens de foi sont des mentions qui viennent souligner leur perversion. Donc on a compris quoi, mais le problème c'est que c'est vouloir être subversif sur ce type de thématique, c'est intéressant, mais c'est intéressant avec une plume qui porte un propos, et c'est intéressant avec une idéologie qui vient contrebalancer quelque chose. Là pour moi c'est absolument creux, donc j'ai abandonné à 100 pages, en sachant qu'il en fait 178, donc je pense que j'ai eu le temps de me faire une bonne idée de ce que proposait l'ouvrage. Maintenant, je lis donc Jurassic Park et je viens juste de le commencer. Je vais vous faire une vidéo dédiée parce que Jurassic Park c'est mon film préféré, enfin c'est un de mes films préférés d'enfance et même aujourd'hui. Mais très très contente de le commencer. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je serais curieuse de voir ce que vous en pensez et moi je reviendrai vous faire des points réguliers, même si je vous lui ferai sûrement, et encore une fois comme je vous le dis, une vidéo dédiée. Et maintenant, je vais au musée Toulouse-Lautrec. À plus tard. Je viens seulement de rentrer d'Albi, j'ai rangé quelques affaires et je vous retrouve pour vous faire un petit point sur le musée Toulouse-Lautrec, qui est un musée qui m'a beaucoup plu. Donc l'entrée est à 10 €. Je vais vous mettre des plans pendant que je vous explique un petit peu 2-3 points sur le musée en lui-même. J'ai défilé quelques pièces et quelques thèmes récurrents chez le peintre. Le musée se situe donc dans le palais de Berby, qui est une ancienne résidence épiscopale. C'est un musée qui à l'initiale était un musée classique et non pas dédié aux peintres. On trouve encore au sein du musée, au dernier étage, une collection d'art moderne, mais également une collection d'art plus classique. Suite à la donation de plusieurs proches du
peintres donc de Toulouse de Lautrec, des amis, de la famille, le musée s'est érigé comme un musée dédié à ce peintre et vous retrouvez maintenant au sein de ce lieu qui est emblématique de la ville d'Albi, différentes salles qui représentent les différentes époques de la vie du peintre, les différentes également inspirations picturales qu'il a pu avoir, la formation picturale qu'il a pu recevoir également. Au sein de ce musée, vous découvrez également son existence, sa vie et de quelle façon les 2 gros accidents qu'il a subis jeune ont pu affecter sa création. Ce qui est assez fascinant dans ce musée, si vous êtes familier de la visite de ce type de structure, c'est que vous avez tout un espace dédié à ce qu'on appelle les affiches. Ce sont donc les affiches promotionnelles pour différents secteurs, donc ça pouvait être pour des cabarets, pour la publication d'un ouvrage ou même pour un produit bien spécifique au même titre que l'est aujourd'hui la publicité. Toulouse-Lautrec est d'ailleurs majoritairement connu pour sa production d'affiches dirigées vers le monde du cabaret et notamment le Moulin Rouge. Il était passionné par la peinture de femmes, donc c'est vrai qu'on a de très belles affiches du Moulin Rouge qui existent et même d'autres cabarets et de chanteuses célèbres à l'époque qui ont marqué la vie du peintre. Et au sein de ce musée, vous apprenez donc, vous allez le voir dans les images également, ce qu'on appelle la lithographie. Donc la lithographie, c'est l'appellation qu'on donne donc à la création d'affiches, puisque c'est un procédé pictural bien spécifique qui se base sur des mécanismes chimiques et mécaniques très spéciaux et que vous verrez donc en images qui seront bien plus parlants que ce que je pourrais vous en dire ici à froid. En tout cas, cet aspect-là a été passionnant parce que nouveau pour moi et très intéressant. Donc ça, c'était l'exposition temporaire, mais c'est des choses que vous retrouvez aussi au sein du musée dans la collection permanente. Il y a toute une explication également sur le fait que cette exposition d'affiches est temporaire, c'est que la conservation même des affiches pose problème puisque malgré les cadres anti-UV, le papier des affiches est extrêmement sensible et il se trouve que ce sont des œuvres qui vieillissent extrêmement mal si elles sont exposées. Donc lorsqu'elles le sont, comme c'est le cas actuellement dans la présentation ponctuelle dans l'exposition temporaire, elle retourne ensuite donc dans des lieux clos et des lieux sans lumière pendant parfois plusieurs années. Afin toujours donc de les préserver pour les générations futures, c'est quelque chose qui est extrêmement bien expliqué par la directrice du musée dans un court format vidéo très instructif et vraiment accessible à tous en fin d'exposition temporaire. Au sein de l'exposition permanente, on débute donc par prémices et les balbutiements du travail de Toulouse-Lautrec lorsqu'il est jeune. Il me semble que sa première toile, il l'a peint lorsqu'il a 13 ans, c'est une passion qui est commune au reste de la famille. Donc Toulouse-Lautrec, il évolue dans une famille de grande bourgeoisie tout de même, avec donc des parents qui pratiquent également la peinture. Suite à cet art plus primaire, il va rentrer dans ses premières productions de portraits, notamment avec des toiles qui font beaucoup penser à Millet, avec des reproductions de personnes comme des personnes mises en scène, en tout cas dans le milieu paysan, puis petit à petit donc affiner sa production artistique et finalement croiser plusieurs courants qui lui sont chers et arriver à des choses qui sont parfois plus impressionnistes, parfois plus précises, parfois plus abstraites. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'était simplement pour vous faire un point sur la question. Comme à chaque visite de musée, je me suis procuré l'ouvrage qui traite donc de la répartition des différentes peintures au sein des différentes salles. Et donc vous trouvez la totalité des œuvres présentes sur le site. J'ai également pris, et c'était quelque chose qui m'avait posé problème lorsque j'ai visité la cathédrale, ce petit guide-là qui est un guide de la cité d'Albi plus généralement, mais je dirais que ce sur quoi on s'attarde le plus, c'est le cloître Salvi et la cathédrale, et ça me permettra d'avoir, je dirais, un petit support pour me replonger un petit peu dans ce voyage à Albi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris des cartes qui permettront de décorer mon bureau lorsque nous aurons déménagé d'ici peu. En parlant de déménagement, je vous avais donc dit que je vous ferai un point sur mes achats Primark. Alors vous allez voir que je pense que comme énormément de personnes,
Je suis bien plus consumériste lorsque je suis dans un état psychique discutable, voire très discutable, et c'est vrai qu'en ce moment, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas la grande forme. Pour refaire un point avec vous et pour clore ce vlog, alors ça va être la petite parenthèse dont je vous parlais, qui est une parenthèse un petit peu plus personnelle et qui consiste un petit peu plus en la présentation, ou au moins la mise en forme des choses qui me posent problème actuellement. Alors il y a différentes choses, attendez, je redresse le trépied. Il y a bien évidemment des choses qui sont propres à moi-même, c'est quelque chose que je n'exclus absolument pas, mais il y a également des choses qui, je dirais, sont plus liées à un contexte général et qui vont se retrouver chez bon nombre de personnes. C'est d'ailleurs des échos que je peux voir dans les vidéos de certains ou même en parlant avec des personnes dont je suis proche. Je ne vais pas m'épancher sur le sujet de YouTube en tant que tel, même si je trouve qu'actuellement le climat est assez désagréable. Alors j'ignore si c'est parce que je poste beaucoup plus régulièrement, puisque j'ai soutenu et maintenu un rythme de 2 vidéos par semaine durant cet été, mais j'ai parfois reçu des commentaires qui m'ont fait énormément douter, beaucoup me remettre en question, qui m'ont blessée aussi parce qu'ils étaient tout simplement malveillants, mal intentionnés et formulés de façon extrêmement peu polie, et que je ne pensais pas mériter un tel traitement compte tenu du fait que le contenu que je propose est absolument gratuit d'une part, même si ça ne justifie absolument pas que de ce fait ils contiennent des erreurs, mais en tout cas ce contenu n'est pas obligatoire, il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que si vous décidez de le consommer, c'est qu'à un moment donné vous y trouvez soit une forme de plaisir, de satisfaction, de divertissement ou potentiellement, et je l'espère, d'apprentissage et de découverte de choses et d'autres. Je ne saurais pas comment l'expliquer plus clairement. Les choses ont commencé, pour tout vous dire, j'ai dit que je ne m'étendais pas sur le sujet, mais je vais tout de même vous lire un commentaire qui m'a beaucoup marqué. C'est un commentaire qui est arrivé sur la chaîne il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, sur un book haul qui remonte à il y a quelques mois maintenant. Donc on a déjà abordé la question du book haul, d'ailleurs je m'apprête à en tourner un, puisqu'au vu de vos retours sur les dernières vidéos dans lesquelles je m'interrogeais sur la poursuite de ce format sur la chaîne, vous avez été très nombreux à souhaiter que je le maintienne, et pour ceux qui sont vraiment réfractaires à ce type de contenu, je vous inviterai tout simplement à passer les vidéos. En ce qui me concerne, je vais donc essayer de valoriser les choses que la plupart de ceux qui soutenaient en tout cas cette idée de la poursuite des book hauls sur la chaîne ont mis en avant, c'est-à-dire les motifs de l'achat d'un titre, ce qui m'a donné envie en amont, de quelle façon je l'ai découvert, où est-ce que je l'ai acheté, etc. etc. C'était la petite parenthèse book haul. Donc sur ce book haul, je reçois un commentaire d'une femme. C'est déjà quelque chose qui me surprend beaucoup, même si j'avais réussi à sortir un petit peu de cette idée que les commentaires négatifs étaient très souvent masculins, au même titre que les commentaires qui parlent de mon physique sont quasiment tous masculins. Mais j'ai été très surprise par ce commentaire qui vient donc d'une femme qui me dit: on ne comprend rien des titres que vous présentez, vous parlez très vite, ce sont des titres ou noms étrangers, japonais ou autres, et vous les dites très vite, comme si c'était des noms communs, et sans nous laisser voir le titre sur le bouquin. C'est trop rapide, et si vous pouviez arrêter de vous caresser les cheveux sans cesse et vous toucher le visage, ce serait plus agréable à regarder. Donc une fois ce commentaire réceptionné, comme toujours, j'essaie de répondre de façon, je dirais, constructive, et de prendre en compte la remarque qu'on me fait, même si au premier abord dans sa formulation elle a quelque chose de très insultant. Et d'ailleurs c'est de cette façon que je le reçois en première instance. Ensuite je mûris la chose et je me dis comment la faire mienne pour éventuellement pallier les désagréments et les choses qui peuvent être désagréables pour les spectateurs. Ce qui est assez horrible, je trouve, c'est que sur un commentaire négatif, je vais en avoir une multitude de positifs. C'est évident, comme beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu, notamment sur la sphère littéraire, qui est quand même, je trouve, préservée sur certains aspects, beaucoup moins sur d'autres. On va aborder la question après. Mais lire un commentaire qui, je dirais, m'alpague de cette façon, sans même me saluer, sans souligner le travail qu'il peut y avoir derrière une vidéo, et se permettre de donner des directives d'une manière extrêmement
extrêmement à minima maladroite dans je dirais dans l'aspect le plus factuel, de manière violente et insultante, c'est dérangeant. Et c'est intervenir dans la vie de quelqu'un, c'est venir pointer du doigt des choses d'une manière qui n'est pas polie. Je n'ai aucun problème avec les critiques constructives, même si je sais que c'est quelque chose que tout le monde dit, tout le monde prétend. Je vous avoue que mon métier d'enseignante m'a vraiment donné matière à faire mien cette espèce de mantra que nous tentons tous de porter, en tout cas, qui est de dire prenons la critique constructive. J'essaie au maximum de prendre en compte les critiques constructives, mais quand je reçois ce type de message, je me demande qui sont les personnes qui se sentent légitimes derrière leur clavier de me parler de cette façon, d'aborder une personne de cette façon, en sachant que si nous étions croisés dans la rue, je pense que à aucun moment cette personne n'aurait pu se sentir légitime à venir me dire cette chose-là, même si elle avait vu ma vidéo en amont. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Ensuite, dernièrement, j'ai tourné un top de mes lectures du 19e siècle. Et je vais vous parler d'un autre type de commentaire qui me fait remettre beaucoup de choses en question concernant la création de contenu sur les réseaux. Je parle donc de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui est une œuvre que je maîtrise très largement sans vouloir m'envoyer des fleurs, pour la simple et bonne raison que je la propose en classe depuis 3 années. 3 années qui m'ont permis de reprendre à de multiples moments ma séquence de travail sur l'œuvre d'Edmond Rostand, qui m'ont permis d'analyser le texte et de faire en sorte que je le connaisse extrêmement bien. Je pense que ce qui aurait pu être pointé du doigt dans cette vidéo, parce que je ne le fais pas et finalement je ne parle pas du tout aux personnes qui ne sont pas à minima au fait de la personnalité de Cyrano et de la complexité de ses complexes physiques, je ne mentionne pas le gros nez de Cyrano. Ça, c'était quelque chose qui aurait pu être pointé du doigt. Or, je fais une erreur. Et je fais une erreur qui est, je dirais, une erreur vraiment de terminologie et de formulation de ma phrase. Puisque dans cette vidéo, je dis que le siège d'Arras se déroule en Espagne. Or, Arras se situe en France, mais au moment de la bataille présentée dans Cyrano de Bergerac, Arras est bien pris par les Espagnols. Donc, lorsque je dis cela, ce que je souhaite dire, c'est en terre espagnole, en territoire espagnol, pris par les Espagnols, bref. Donc, je dirais, là aussi, je pense que ce n'est même pas une erreur en soi ce que j'ai pu dire, puisque ça devient un territoire espagnol momentanément, mais dans ma formulation, effectivement, ça pouvait, je dirais, pour les grands érudits, pour les personnes qui sont hyper exigeantes d'un point de vue je sais pas, de ce que eux peuvent proposer visiblement. On me dit donc Arras en Espagne, 3 petits points avec des emojis en mode déçu et dégoûté. C'est une vidéo qui m'a demandé du temps, de la préparation, que j'ai faite avec bonne volonté et que j'étais contente de tourner et qui a reçu de nombreux commentaires positifs également, je ne dis absolument pas le contraire, mais comme la plupart des personnes, j'ai tendance à me concentrer sur le négatif, surtout dans ces périodes-là. Et recevoir ce commentaire, ça a été pour moi une espèce de coup de pied dans la tête, et ça a ravivé quelque chose qui est vraiment... qui est toujours, je dirais, présent chez moi et qui est parfois endormi, fort heureusement, mais qui n'a aucun mal à ressurgir à tout moment. C'est le fait que j'ai vraiment eu un très très gros complexe intellectuel, même si peut-être ça ne se voit pas sur les réseaux, mais ce besoin que j'ai d'essayer de parler le mieux possible, de m'exprimer de façon complète, concrète et rationnelle, vient du fait que pendant très très longtemps, je me suis sentie en décalage intellectuel avec beaucoup de personnes, et peut-être à tort, et peut-être simplement pour une raison de confiance en moi, mais ce type de commentaires viennent me conforter dans l'idée que finalement je n'ai rien à dire, parce que lorsque je dis quelque chose, je fais systématiquement une erreur. Or, j'estime que... Alors vous allez me dire c'est paradoxal parce que derrière je crée du contenu ici et je me sens légitime à parler, et je suis d'accord, et je dirais qu'il y a vraiment quelque chose de cathartique dans la création de contenu pour moi, parce que c'est un espace d'expression, comme j'essayais de vous l'expliquer maladroitement hier, qui me donne la possibilité, je dirais, d'étudier, de tenter, de tester une multitude de formes d'expression et de me confronter à mes propres lacunes, mes propres erreurs, mes propres tics de langage lorsque j'en suis au stade du montage.
Je vois ça vraiment comme quelque chose de très constructif, mais j'ai beaucoup de mal avec cette idée qu'on puisse être virulent et reprocher à quelqu'un sur une vidéo qui fait 40 minutes, je dirais un abus de langage ou quelque chose que l'on trouve mal tourné mais qui n'est pas à proprement parler faux. Donc ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup impacté, mais voilà, je ne nie pas que c'est aussi mon état d'esprit actuel qui accentue très largement l'importance que je vais donner à ces propos. Je vous ai pris 2 petits exemples qui ne sont pas vraiment liés. Il y en a un troisième qui me dérange beaucoup, ce sont les commentaires qui viennent simplement se poser là et qui parlent de caractéristiques physiques me concernant, donc soit des commentaires qui sont de l'ordre de l'hypersexualisation alors que je n'ai rien demandé, soit des commentaires qui sont de l'ordre de, je sais pas, mes bagues, donc mon traitement d'orthodontie, ou des commentaires qui vont parler, je sais pas, alors, beaucoup des hommes qui vont parler, je sais pas, de mes cheveux, de ma tenue, du fait qu'un rouge à lèvres me va bien, mais de manière extrêmement connotée, et ça ce sont des choses qui me dérangent profondément. C'est pas flatteur contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour la simple et bonne raison que la création de ce type de contenu n'a pas vocation à être une apparence physique, même si bien évidemment il y a aussi quelque chose qui est vrai, je me maquille lorsque je tourne, j'essaie au maximum de me coiffer, d'être présentable, mais je ne pense pas pour autant que ce soit quelque chose qui doivent mener à me stigmatiser d'une quelconque façon. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre de recevoir des compliments, c'est là que je voudrais nuancer, ce ne sont pas les compliments que je reçois mal, ce sont les formulations qui ont quelque chose de dégradant parce que vraiment amené d'une façon qui est très objectifiante finalement, et ça vraiment je peux pas, j'ai vraiment du mal. Donc le tout pris ensemble, et là c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé ces derniers temps, je me suis sentie à l'étroit sur cette chaîne, je me suis sentie aussi à l'étroit dans la liberté que je me donnais de tourner, et d'ailleurs la forme de ce vlog est bien plus libre, et très honnêtement, si je reçois une multitude de commentaires négatifs parce que, voilà, avant je vous ai présenté un haul Primark, ou parce que je vous ai peu parlé de littérature, eh bien soit, je ne vais pas toujours m'excuser d'être ce que je suis, d'autant que nous sommes encore une fois sur les réseaux, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas ce que je propose, mais n'hésitez pas à passer à autre chose. Je crois jamais mis un commentaire négatif ou un pouce négatif sur une vidéo. Et franchement, très honnêtement, même en me penchant vraiment très loin en arrière, je pense que même sur des vidéos polémiques, je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne me donnais pas le droit de penser des choses négatives du contenu en question, mais parce que je ne voyais pas l'utilité de le manifester mon mécontentement. Si je ne suis pas contente, j'ai juste à passer à autre chose. C'est un des grands luxes de notre génération tout de même, d'avoir une multitude de contenus à disposition à n'importe quel moment du jour et de la nuit, pour ne pas s'imposer le visionnement de contenus qu'on n'a pas envie de voir. Et je pense que certains oublient que YouTube c'est avant tout une plateforme qui vise à créer du contenu gratuit. Je répète que gratuit ne signifie pas non qualitatif, mais cela ne signifie pas non plus que parce qu'à l'initiale c'est un réseau social, on peut se permettre de tout dire. Vraiment, je trouve ça très dérangeant. Pour clore cette partie sur une note bien plus positive, je remercie toutes les personnes qui soulignent finalement sans le savoir, mais en me voyant aborder la question, mon investissement en tant qu'enseignante, parce que je pense que j'essaie aussi de transmettre cette passion que j'ai pour l'enseignement et cette envie que j'ai de mener mes élèves vers la réussite et vers un développement d'eux-mêmes, de leurs connaissances, de leurs capacités émotionnelles, intellectuelles. Je trouve que c'est vraiment très valorisant, et ça ce sont des commentaires qui me touchent énormément. De même, je suis toujours très touchée lorsque vous me recommandez un livre parce que vous pensez que je pourrais l'aimer. Ça montre que vous avez une forme d'attention à ce que je peux dire, à ce que je peux penser, et c'est extrêmement touchant, je trouve. C'est quelque chose qui se perd beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui prennent le temps de mettre un tout petit commentaire du type merci pour ton travail, merci pour cette vidéo, merci pour ce partage, parce que ces tout petits mots, ce sont des choses qui viennent légitimer la présence de ces vidéos en ligne et le temps que je peux fournir pour les mettre en ligne à disposition. Et même moi, ça me conforte dans
dans l'idée qu'il y a une raison valable pour faire cela. J'espère que je ne me suis pas exprimée trop maladroitement. Je vais clore le chapitre YouTube, même si c'est quelque chose qui m'a lourdement affectée. Ça m'a lourdement affectée parce que je suis dans une période, une phase qui est vraiment c'est quelque chose de cyclique, hein, ça revient tout de même assez fréquemment. C'est ce cycle des interrogations qui me porte peine dans ma capacité à faire des choix. Je sais que, et c'est en ça que je vous parlais de quelque chose qui était hautement lié à, je pense, un développement de la société qui allait très vite, même si je ne vais pas épiloguer parce que je suis pas là pour faire un lien entre la situation sociale, la sociologie plus largement et mon épanouissement psychologique, ainsi que celui de ma génération. Mais il y a cette frustration du fait que bon nombre de paradigmes ont changé dans ce qu'on a pu estimer être une réussite sociale ou une réussite personnelle, et que j'ai l'impression de flotter perpétuellement entre deux bords, donc une espèce de bord, je dirais, qui est bien plus conservateur, bien plus que beaucoup considéraient comme rétrograde, qui est finalement celui de la femme, donc qui a un enfant, l'élève, etc., etc. Et l'autre bord, qui est un bord que je mets énormément en avant sur les réseaux, parce que finalement c'est la thématique, je dirais, au centre de ma chaîne de toute façon, qui est celle de mon besoin, ma volonté de toujours m'enrichir, et qui passe énormément par les formations universitaires, mais aussi par le biais de mes lectures évidemment. J'ai en permanence cette dualité, oui, c'est vraiment une dualité, il y a ces deux pôles qui cohabitent en moi avec ces interrogations de finalement dans quel sens j'ai envie d'aller, de quelle façon j'ai envie de mener ma vie. Encore une fois, c'est quelque chose que je retrouve très largement sur beaucoup de publications Instagram ou dans beaucoup de vidéos YouTube, et même plus généralement en parlant avec mes amis. Là où la chose m'étonne, c'est que mes amis qui n'ont pas d'enfants s'interrogent, et ceux qui en ont s'interrogent aussi. Donc déjà, je sais pas comment dire, je pense qu'il y a quelque chose d'enfantin chez moi qui veut que, je pense qu'il aimerait, et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, que lorsqu'un objectif est atteint, donc par exemple pour quelqu'un avoir un enfant, on ait cette espèce de pérennité, de sensation que finalement on a accédé à quelque chose, et qu'il y a une satisfaction, je dirais, presque immuable et permanente. Or, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je m'en rends de plus en plus compte. Et en me rendant compte de cela, je suis en permanence dans l'interrogation de ce que je pourrais vraiment vouloir. J'adore voyager, je rêverais d'avoir un van aménagé, mais en même temps je rêverais d'avoir une maison à la campagne avec plein d'animaux dont je pourrais m'occuper, d'avoir des enfants. Et dans un autre scénario, je ne veux pas d'enfants, je veux faire mes études à la Sorbonne, jusqu'au master, pourquoi pas envisager une thèse, passer l'agrégation. Je sais que tout bon nombre de ces scénarios pourraient potentiellement cohabiter, mais je pars tout de même d'une base qui était, je dirais, très peu stable, et qui a beaucoup tangué finalement, parce que je suis partie de chez moi extrêmement jeune, donc j'ai travaillé très jeune, j'ai dû faire le sacrifice de faire des études et de travailler à côté sans jamais pouvoir arrêter. J'ai eu la chance d'avoir un seul travail durant mes études, et de ne pas en cumuler plusieurs. Je sais que pour certains c'est quelque chose qui est très complexe. Et je me rappelle de phrases que j'ai pu entendre, notamment la secrétaire de la fac la première année qui me dit mais vous savez, il n'y a pas 10% des élèves qui ont un travail étudiant qui réussissent leurs études, ou d'un de mes profs en première année de philo, ou en deuxième année de philo cette fois, à qui j'avais demandé de signer ma dispense d'assiduité parce que je ne pouvais pas assister à son cours au vu de mes horaires de travail, et qui m'avait tout simplement dit que pour les gens comme moi, il existait l'enseignement à distance, alors que je ratais seulement son séminaire et que je le rattrapais de toute façon, et que le travail me mettait en plus du temps à disposition pour réviser mes partiels, mais aussi pour m'y rendre en présentiel, donc ça n'altérait en aucun cas même les modalités d'évaluation qui pouvaient être les miennes. Je pense à toutes ces choses, à toutes ces contraintes que j'ai eues, et que je ne suis pas la seule à avoir, qu'on soit clair, ou à avoir eu, et je me dis, j'ai beaucoup persévéré pour arriver à un nouveau stade de ma vie où je me pose finalement les mêmes questions, mais à un âge différent. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, d'autant que ça arrive, je dirais, comme un coup de poing, parce que j'avais réussi à connaître une accalmie durant l'année scolaire, parce que je suis tellement sollicitée par les élèves et par le système de l'éducation nationale de façon générale, que je mets complètement de côté mon aspect
l'aspect finalement de mes projets futurs, et en ça je trouve que c'est dramatique de se mettre à ce point de côté. Je sais que je suis pas du tout la seule, qu'on soit clair. Chaque fois que j'entends un enseignant parler, j'ai l'impression d'avoir cet écho là, même si je pense qu'on est tous différents et qu'on gère plus ou moins bien la multiplicité des tâches sur lesquelles on est sollicité, et la multiplicité de nos passions, de nos loisirs et de nos casquettes dans une seule et même journée. Mais tout ça pris ensemble avec cette idée là, en plus d'un déménagement qui a été prévu en l'espace de 3 semaines, ça a commencé petit à petit, très lentement, un jour où on a décidé de prendre un appartement plus grand parce que nous n'avons mais absolument plus l'espace pour exister à deux dans l'appartement que nous occupons actuellement. Je me suis sentie submergée, mais submergée d'une façon qui... Ça m'était pas arrivé quand même depuis un petit moment maintenant, et ça m'a même menée à me poser la question de continuer à enseigner ou pas, parce que j'avais des espèces, et j'ai là actuellement des espèces de moments qui sont absolument affreux, dans lesquels je remets tout en question sur ma capacité à apprendre, sur ma capacité à créer du lien avec mes élèves, à apporter des choses positives. Et ça me met dans des états de panique qui sont quand même qui sont difficiles, c'est-à-dire que tous les soirs, je rêve actuellement de la reprise et que quelque chose ne va pas. Que lorsque j'ai fait mes vœux, par exemple, pour la rentrée prochaine, je me suis trompée de case et que j'ai mis que je voulais être professeur principal d'un niveau que je n'ai pas ou que je ne saurais pas gérer, qu'il y a une nouvelle réforme et donc il faut repenser le programme pour telle ou telle classe, que je sais pas, tout. Et en fait, ce sont des choses qui prennent des proportions, encore une fois, qui sont trop grandes. Et c'est quelque chose que je n'ai pas connu dans les emplois que j'ai pu occuper au préalable, même si j'ai toujours été extrêmement anxieuse, ça n'a jamais changé. J'ai souffert de phobie scolaire pendant très longtemps. Alors je sais que c'est paradoxal, mais vraiment là aussi il y a quelque chose de cathartique dans le fait d'être professeur quand vous avez vu des phobies scolaires pendant votre adolescence, et même plus tard, parce qu'à la fac, arrivée je crois en 3e année, je ne pouvais pas me rendre en cours. C'était trop anxiogène pour moi de me retrouver dans une salle pour passer mes partiels. J'ai vraiment dû aménager ma scolarité au maximum. Et lorsque j'étais en master, je faisais tout en enseignement à distance. Je travaillais depuis la maison, je faisais mes recherches à la BU, mais il fallait que je sois dans une salle individuelle, et fort heureusement dans la faculté dans laquelle j'étais, il y avait cet accès privilégié à des espaces de travail quand vous arriviez très tôt dans la journée, où vous pouviez être seul, tranquille, et beaucoup moins confronté aux autres. Donc ça a été animé, compliqué, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me poursuit et que j'ai essayé de mettre un petit peu de côté. Alors ce sont c'est vraiment différentes phobies en fait qui cohabitent, tout simplement, hein. Donc il y a un petit peu d'agoraphobie, il y a un peu de claustrophobie, il y a un peu de phobie scolaire, bref, comme tout le monde, en fait. J'ai envie de vous dire vraiment comme tout le monde, mais en ce moment, je le vis de manière décuplée. Et ça m'interroge profondément sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, d'autant que j'ai toujours dit, et c'est quelque chose que je pense profondément, que je souhaitais écrire et me dédier à cela. Ça fait très longtemps que je souhaite reprendre la peinture aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a animée longtemps. C'est vrai que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais bien avant de commencer la faculté, donc à la sortie du bac, j'envisageais de passer le concours des beaux-arts. C'était vraiment ce à quoi j'aspirais, ce à quoi mes enseignants aussi m'avaient préparé lorsque j'étais en terminale. Et finalement j'avais pris une année sabbatique durant laquelle j'avais travaillé de nuit. Puis ensuite j'avais fait 2 CAP, un CAP coiffure, un CAP esthétique, parce que je souhaitais me diriger vers quelque chose d'artistique, mais de très manuel aussi, parce que j'aimais bien l'aspect pratique des choses. Et un jour j'ai tout simplement pété un plomb, j'ai déménagé, donc j'étais à Grenoble à l'époque et je suis partie à Montpellier, je me suis inscrite en fac de philo, donc vraiment rien à voir. Mais il y a toujours eu cette possibilité, je dirais, du travail artistique qui m'a animée et que j'ai laissé de côté. Je parle beaucoup, je suis désolée, là je vois que je suis à 25 minutes, j'espère que pour vous ce n'est pas trop laborieux, mais c'était simplement pour vous expliciter que j'ai l'impression que ce sont des problématiques qui reviennent chez énormément de personnes, cette idée de pas trop savoir où on va, pas trop savoir pour quelles raisons on fait certaines choses, et finalement de rentrer dans une espèce de traitement mécanique de nos actions chaque jour. Je trouve que c'est dommage, et moi c'est quelque chose que je vis extrêmement mal, et c'est aussi doublé du fait que je tolère très 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 mal l'ennui,
c'est aussi un trouble générationnel. Je pense qu'à l'époque, la question ne se posait pas. Alors je sais très bien que dire je déteste l'ennui, c'est une forme de luxe que beaucoup n'ont pas. Parce que pour s'ennuyer, il faut déjà pouvoir répondre à ses besoins primaires. Très difficile de conscientiser cela et de faire la part des choses lorsque ce sont des émotions ou des absences d'émotions qui vous animent ou qui vous désertent. Ça pour dire que, et ça va même pouvoir inclure, je pense, le haul de Primark que je vous ai présenté juste avant. Il y a cette espèce de, parfois d'absence de sens qu'on essaie de combler par des biais différents. Pour beaucoup de personnes, ça passe par le sacré, par exemple, et je pense que d'ailleurs la désertion du sacré dans nos sociétés, c'est vraiment quelque chose de très problématique. Mais en fait, je dirais cette disparition finalement d'un sacré et d'un transcendant, ça se manifeste beaucoup par le fait qu'on a des attitudes consuméristes qui apportent je dirais une satisfaction immédiate, même si elle est de courte durée. Je pense que c'est ce qui explique ce besoin que moi j'ai eu par exemple, qui s'est manifesté de cette façon, d'aller à Primark et de consommer donc dans une enseigne qui n'est pas du tout réputée de plus pour son éthique. Tout ça pour dire que dans cette profusion de choses que j'ai pu vous présenter hier, qui aurait pu se manifester sous la forme d'un boucollant, je pense que là ça s'est manifesté sous la forme d'objets de décoration parce que je déménage. Je pense qu'à travers ça, c'est vraiment cette idée de quête d'un sens qui a disparu et ce besoin de ressentir, je sais pas, un shot de dopamine momentané et qui apporte une satisfaction et du positif finalement à un moment où on a vraiment du mal à en trouver. J'espère que mes propos n'étaient pas trop confus. Finalement, ce que je veux vous dire, c'est que je ne pense plus que... Je pense qu'on n'est même plus à un moment où on peut juste parler d'absurde. Je pense qu'on est à un moment dans lequel il est très compliqué de se projeter dans l'avenir. Je me rappelle, ma mère m'avait dit quelque chose il y a plusieurs années. Elle m'avait dit... ça va être très compliqué pour les générations à venir parce que même en termes d'emploi, vous serez amené statistiquement, donc c'était des calculs qui avaient été faits par des sociologues et des économistes, je crois, vous serez amené à occuper plus de 3 ou 4 emplois dans votre vie, en moyenne. Et c'est vrai que cette instabilité, ce changement, cette possibilité d'aller partout tout le temps et maintenant avec tout ce qui existe à des coûts et moins élevés ou parfois plus élevés, en fait cette multitude de choix, cette possibilité que nous avons de tout choisir en permanence, je pense qu'on ne vit peut-être pas tous comme ça, mais moi par moments j'ai vraiment l'impression que ça me prive d'une forme de liberté, c'est-à-dire la liberté de choisir en conscience et délibérément par mon essence propre en gros, ce qui me plairait et ce que je voudrais. Donc je suis désolée pour cette parenthèse, j'avais dit que ça ne serait pas très intime, ça l'a peut-être été un peu. Je sais que ça n'avait pas beaucoup à voir avec la littérature à proprement parler, hors le couplet booktube et la création de contenu et certains commentaires que je peux recevoir. Toutefois, j'espère que cette petite explication de mon état d'esprit actuel, je sais pas, peut-être ça répondra à des choses que vous ressentez vous aussi par moment. Peut-être que ça n'aura eu aucun impact et c'est très bien aussi finalement. Moi j'avais juste besoin d'en parler un petit peu ici pour exposer finalement des choses qui ne sont pas toujours positives, parce que sur la chaîne je n'expose pas que du positif, ce n'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs très souvent je n'expose pas de moments de vie, mais on peut avoir l'impression avec les boucoles, avec... justement l'idée que je déménage beaucoup, le fait que je voyage et que je vous partage tout ça, que les choses coulent de source, que tout est naturel, que je roule sur l'or, que tout est cadré, codé, clair pour moi. Et je voudrais que vous sachiez que si vous vous doutez, si vous vous remettez en question, si vous vous interrogez sur des choses, vous n'êtes absolument pas seul. C'est quelque chose qui m'arrive en permanence et c'est pas parce que sur les réseaux les personnes vous proposent un contenu qui donne l'impression qu'elles tiennent un cap en permanence, que c'est le cas, parce que ça ne l'est pas du tout. Et je sais que encore une fois, c'est hyper consensuel de dire ça, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de le dire parce que sur la chaîne, j'exprime finalement assez peu de mon intériorité, même si, bien évidemment, par le biais des lectures que je peux aimer, des protagonistes dans lesquels je me reconnais, vous entendez, je dirais, un lointain écho de ce que je peux être. Pas toujours suffisant pour expliquer ce qu'on peut ressentir. Je m'engage à ce que la prochaine vidéo soit bien plus orientée littérature, comme toujours. En tout cas, encore une fois, je remercie tous ceux qui laissent des commentaires positifs, qui m'encouragent, qui s'abonnent,
personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des messages sur Instagram aussi quand je m'absente. C'est vraiment très touchant, c'est très motivant aussi et c'est une forme de validation qui est appréciable parce que c'est aussi faire partie d'une communauté qui nous reconnaît, qui nous valide aussi, c'est vraiment très touchant. D'ici la prochaine vidéo et avec beaucoup d'émotivité visiblement, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à bientôt.